Nous sommes mercredi 24 juin 2020. Bonjour madame, bonjour messieurs. Bienvenue à cette édition en française dont voici les principaux titres. Prosper Bazoum Banza et Guillaume Bunyoni qui avaient été approuvés par l'Assemblée nationale mardi, respectivement comme vice-président de la République et Premier ministre, ont prêté serment ce mercredi. Les deux hommes ont juré de respecter la Constitution et d'œuvrer pour le bien de tous les Burundais. Et pour le Forum pour le renforcement de la société civile burundaise, FOSC en sigle, la nomination de ces autorités est un mauvais signal pour les Burundais qui espéraient une réconciliation entre les Burundais et le retour des réfugiés. Vous aurez les détails dans cette édition. Plus de 10 syndicats et associations des journalistes à travers l'Afrique viennent de créer un congrès des journalistes africains dans le but d'apporter des réponses aux problèmes des journalistes du continent en cette période de la pandémie du Covid-19. Et à la fin de ce journal, vous suivrez le magazine Yagam Kenyezi qui nous parlera du rôle de la justice internationale face aux différentes violations faites aux femmes depuis le début de la crise politique en 2015. Voilà pour le sommaire. Je vous le disais tantôt, ça y est, Guillaume Bunyoni a prêté serment ce mercredi. Il devient ainsi le tout premier ministre sous l'ère de la nouvelle Constitution et depuis une vingtaine d'années. La cérémonie de prestation de serment concernait également le nouveau vice-président Prosper Bazoum Banza, issu du parti UPRONA. Les deux hommes ont juré de respecter la Constitution et d'œuvrer pour le bien de tous les Burundais. Ils avaient été approuvés par l'Assemblée nationale mardi. Chose promise, chose due, Évariste Ndayishimiye avait annoncé son intention de pérenniser l'héritage de Pierre Nkurunziza. Eh bien, avec la nomination de Guillaume Bunyoni au poste de Premier ministre, il vient de prouver qu'il va joindre l'acte à la parole en début de processus qui, visiblement, inquiète beaucoup de monde, à commencer par le parti CNL dont les députés ont boycotté la séance d'approbation du commissaire de police général Franck Kazé pour les précisions. Le parti CNL chercherait-il à se désolidariser des actes du futur gouvernement? C'est une question que beaucoup se posent à cause du boycott des députés de ce parti lors de la séance d'adoption des noms d'Alain Guillaume Bunyoni et Prosper Bazoum Banza par l'Assemblée nationale. Ils expliquent leur absence par le non-respect de la loi. L'activité d'aujourd'hui ne figurait pas sur l'ordre du jour. Elle a été camouflée jusqu'à ce matin où on a entendu qu'il y aurait une tâche de ce genre. Nous nous sommes alors dit que ce n'est pas la peine d'y aller si c'est fait dans des conditions contraires à la loi. C'est alors étonnant qu'un tel acte soit posé et que des autorités aussi importantes soient adoptées devant une institution qui n'assurera pas le suivi de leurs actions. Parce que c'est l'Assemblée nationale qui est chargée du suivi des actions de l'État, mais elle est normalement en fin de mandat. S'ils étaient venus avec une Assemblée nationale et un Sénat qui suivrait les actions comme c'est prévu par la loi, ça ne s'est pas passé ainsi. Il y a donc un gros hic. D'autres estiment que la mise en place des nouvelles institutions augure la pérennisation du système déjà connu du CNDD-FDD. C'est en tout cas la crainte de Thierry Vircoulon, chercheur associé auprès du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Il est évident que ces nominations montrent qu'on va être dans un régime de continuité. Ce sont des visages très connus du leadership du CNDD-FDD qui jouaient déjà un rôle très important à l'époque de Pierre Nkurunziza. Et on voit qu'ils vont continuer à jouer un rôle très important, et sans doute encore plus important, avec le nouveau président Évariste Ndayishimiye. Donc c'est vraiment la confirmation que le CNDD-FDD reste fermement au pouvoir. Les inquiétudes du parti CNL et du chercheur interviennent au moment où un nouveau gouvernement est attendu ces toutes prochaines heures. Et nombreux sont ceux qui redoutent qu'Alain Guillaume Bunyoni va désigner des hommes et des femmes qui lui obéiront au doigt et à l'œil dans les actes qui l'ont caractérisé dans le passé, actes qu'il qualifie de crimes ignobles tels que reconnus par les Nations Unies.
Merci à Franck Kazé. Les Burundais ont perdu leur espoir après la récente approbation par le Parlement du vice-président et du Premier ministre. Analyse de Vital Chemilimana, président du FOSC. Cet activiste indique que Évariste Ndayishimiye a montré qu'il ne veut pas aucun changement, ce qui entrave la réconciliation entre les Burundais et le retour des réfugiés en exil. Suivez-le. Lorsque la commission électorale indépendante a déclaré la victoire d'Évariste Ndayishimiye comme président de la République du Burundi, il y a eu beaucoup de critiques, mais les critiques se sont vite dissipées parce qu'on savait que le CNDD-FDD avait organisé de prétendues élections pour les gagner, pour se maintenir au pouvoir. Mais tout ce qui comptait, c'était de trouver un chef d'État qui pouvait rassembler le peuple burundais, qui pouvait se lancer sur le chantier de la réconciliation. C'est ça ce qu'on attendait. Mais la désignation du vice-président et du Premier ministre hier ont démontré le contraire. Ils ont carrément montré que Évariste Ndayishimiye n'est pas prêt à se lancer sur le chemin de la réconciliation du peuple, n'est pas prêt à se lancer sur le chantier de la réconciliation et l'apaisement de la population burundaise. Parce que les personnalités qu'il a nommées, plus particulièrement le général Alain Guillaume Bunyoni, c'est un des piliers du régime répressif initié par son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Donc, Évariste Ndayishimiye dévoile à la face du monde, à la population burundaise et à la communauté internationale qu'aucun changement ne pourra intervenir, que les crimes contre l'humanité vont continuer et que le gouvernement du Burundi va continuer à se comporter comme un gouvernement terroriste, un gouvernement qui terrorise ses citoyens, un gouvernement qui terrorise ses voisins, un gouvernement qui terrorise l'ensemble de la communauté internationale. Il faut ainsi tirer des conclusions qui s'imposent et traiter comme tel, comme un gouvernement terroriste, comme gouvernement terroriste, criminel et génocidaire, le gouvernement d'Évariste Ndayishimiye Alain Guillaume Bunyoni, parce que avec eux, on ne peut pas espérer qu'un dialogue inter-burundais pourra être relancé, que les défis qui devraient être traités par le gouvernement actuel le seront. Et dans la suite de sa campagne intitulée « Le prix mortel de l'opposition », l'initiative pour les droits humains au Burundi nous parle aujourd'hui du deuxième cas de meurtre politique au Burundi. C'est celui de Désiré Nahon Ndabasikiye, un représentant du CNL dans la province de Bujumbura. 6 mois plus tard, les personnes responsables de son meurtre sont toujours en liberté. Suivez ici Karina Tertsakian, chercheuse au sein de cette initiative. Elle demande aux autorités judiciaires d'arrêter et de poursuivre en justice les responsables. L'initiative pour les droits humains au Burundi publie aujourd'hui le deuxième cas dans sa série Le prix mortel de l'opposition. Il s'agit de Désiré Ntaunda Basegiye, un représentant local du parti d'opposition, le CNL, dans la commune Nyabiraba de la province de Bujumbura. Désiré avait été menacé à plusieurs reprises par rapport à ses activités d'opposant politique, y compris quelques jours avant sa mort, par le chef du parti au pouvoir dans la commune de Nyabiraba. Le 12 décembre 2019, dans la soirée, Désiré était chez lui, il était en train de dîner avec sa famille, lorsque tout d'un coup, plusieurs coups de feu ont été tirés à travers la fenêtre de sa maison. Les balles l'ont atteint directement et il est mort quelques moments plus tard. Des témoins oculaires ont vu 2 Imbonerakure qu'ils ont nommés avec des fusils tout près de la maison juste avant sa mort. Et d'autres témoins ont vu ces 2 mêmes Imbonerakure avec 3 autres en train de se diriger vers sa maison juste avant. Alors le lendemain du meurtre, l'un de ces Imbonerakure a été arrêté, mais malheureusement, 2 semaines plus tard, il a été libéré.
Il n'a jamais été réarrêté et jusqu'à ce jour, donc 6 mois après le meurtre de Désiré, personne n'a été arrêté ou poursuivi par rapport à ce crime. Malheureusement, ce cas est typique de plusieurs autres cas de meurtres politiques que nous avons documentés, où des Imbonerakure ou des membres du parti au pouvoir qui seraient impliqués ne sont jamais arrêtés, ne sont jamais poursuivis en justice. Et ça leur donne une confiance de continuer de commettre de tels crimes en sachant qu'il y a cette impunité qui les protège, que la justice ne fait pas son travail. Donc nous demandons aux autorités judiciaires de rouvrir leurs enquêtes sur le meurtre de Désiré et de tout faire pour arrêter et poursuivre en justice les personnes responsables. Le journal poursuit. Plus de 10 syndicats et associations de journalistes à travers l'Afrique viennent de créer un congrès des journalistes africains. Alexandre Nyungeko, président de l'Union burundaise des journalistes, membre de cette plateforme, fait savoir que la priorité est d'apporter des réponses aux problèmes des journalistes et les médias du continent, particulièrement en cette période cruciale de la pandémie du Covid-19. Il s'agissait en fait d'une dizaine de syndicats provenant de différents pays africains qui se sont mis ensemble pour créer une nouvelle organisation appelée le Congrès des journalistes africains, Congress of African Journalists. C'est une plateforme de syndicats africains qui sont très préoccupés par la situation des journalistes africains, et surtout en cette période particulièrement que connaît le monde, la pandémie du Covid-19. Et donc, nous avons constaté, en faisant le tour, nous avons constaté que dans différents pays, les journalistes font face à cette pandémie et des fois même sans aucune protection. C'est une question qui est très préoccupante. Les autres questions préoccupantes aussi qui vont faire l'objet de notre association, de notre congrès, c'est notamment les journalistes en prison. Nous allons multiplier des campagnes pour la libération de ces confrères. Ça a été une occasion, comme vous le savez aussi chez nous, nous avons des journalistes en prison. C'était une occasion donc de manifester cette solidarité de tous les journalistes africains avec les journalistes en prison, mais aussi solidarité avec les journalistes en exil. Vous savez, sur le continent africain, il y a pas mal de journalistes qui sont en exil, y compris ceux du Burundi. Et donc, ce sera aussi l'occasion de mettre en avant la liberté de la presse, la lutte pour des meilleures conditions de travail des journalistes africains. Et donc, ce sera les principaux, je dirais, chantiers de la nouvelle organisation. Il a été question aussi de mettre en place des organes intérimaires, qu'on m'a confié de diriger. Et ce comité intérimaire sera bien évidemment chargé de la mise en place de l'organisation d'une assemblée générale qui devra mettre en place les organes dirigeants de ce congrès africain des journalistes. Place à présent au magazine Yagam Kenyezi. Les viols comme arme de répression restent une réalité au Burundi et particulièrement depuis le début de la crise en 2015. Témoignages et avis de spécialistes où en sont les dossiers de plainte déposés à la Cour pénale internationale. La synergie des médias Radio Inzamba et la télévision Renaissance, dans son émission Yagam Kenyezi, se penche sur ces points. À la présentation, Olivier Agakima. Une recrudescence de ces actes de viol en période de conflit s'est observée pendant la répression qui a suivi les attaques des camps militaires au Burundi en date du 11 et 12 décembre 2015. Nombre de ces viols semblent avoir pris pour cible des membres de familles d'opposants présumés au gouvernement. Des policiers ou des hommes vêtus d'uniformes de police ont également commis des viols, comme nous l'indique l'une des victimes. Ils sont venus amener notre père
en décembre 2015. Ils ont toqué à la porte et ont menacé de tirer si on n'ouvre pas la porte. Personne ne voulait ouvrir, mais papa nous a demandé qu'on ouvre de peur qu'on nous tue tous. Ils étaient 3, 2 d'entre eux étaient en tenue de civil et l'autre était en tenue de policier. Ils ont dit qu'ils allaient amener notre papa, quoi qu'il advienne. Ils ont aussi dit qu'ils le ramèneraient. On n'a pas revu notre père. Le mois de décembre s'est écoulé, janvier aussi. Au mois de février, quand je rentrais de mes cours du soir, j'ai été kidnappée. Ceux qui m'ont amenée m'ont mis une cagoule. Ils m'ont enlevée. Quand nous sommes arrivés dans une maison que je ne connais pas, j'ai reconnu l'un d'entre eux. Ils étaient parmi ceux qui ont amené mon père. Il m'a dit qu'il voulait que je rejoigne mon père 6 pieds sur terre. C'est là que j'ai su que mon père était mort. Ils se sont drogués. Ils m'ont injecté des substances aussi et m'ont fait boire. Ils m'ont violée tour à tour pendant 3 jours. Après, ils m'ont jetée sur la route, pensant que j'étais morte. 5 ans après le début de la crise liée au 3e mandat contesté de Pierre Nkurunziza, Maître Immaculée Hunja, une des défenseurs des droits des femmes et des filles, indique que ces crimes se commettent jusqu'à ce jour au Burundi. Elle ajoute que la justice ne joue pas son rôle, même quand les auteurs de ces viols sont connus. Le Burundi est depuis 2016 sous enquête internationale des Nations Unies. Dans ses rapports, la Commission d'enquête internationale sur le Burundi a documenté de nombreux cas de violences sexuelles. Il ressort de ces rapports que la majorité des victimes sont des femmes, ciblées en raison de leur appartenance, réelle ou supposée, ou de celle de leur conjoint à l'opposition, ainsi que pour avoir refusé de rejoindre les rangs du parti au pouvoir ou des Imbonerakure, parfois par la volonté même de rester apolitique. Les auteurs étaient en majorité des Imbonerakure qui régulièrement et publiquement ont incité au viol et à l'engrossement des femmes pour qu'elles mettent au monde des Imbonerakure ou d'autres hommes laissant entendre qu'ils agissaient au nom du CNDD-FDD. Les femmes, pour la plupart, ont subi des viols par un ou plusieurs hommes pendant des attaques souvent nocturnes et visant leur foyer. Certaines femmes rapportent qu'elles ont informé les autorités locales de ces cas de violences sexuelles, mais qu'aucune poursuite n'a été lancée. Les conséquences du viol pour la victime sont multiples. Selon le psychologue Ernest Nkurunziza, mis à part les grossesses non désirées et maladies que la victime de viol peut contracter, elle reste traumatisée et a du mal à se réintégrer parmi ses pairs. Toujours selon ce psychologue, les membres de la famille peuvent l'aider pour que la victime surmonte le choc et les souffrances lui infligées. La principale conséquence liée à une agression sexuelle, c'est la stupeur, c'est l'incompréhension, c'est le choc moral qui suit directement l'acte d'agression. Par la suite, en plus de la souffrance physique et du traumatisme physique entraîné par le viol, celui-ci va affecter de manière profonde l'estime de soi, la capacité de revivre la vie normale et à se développer. La victime perd la confiance en soi et a le sentiment de honte et de saleté. Et elle perd la joie de vivre au milieu des siens, des amis et de son entourage. Et elle sent le besoin de vivre en isolement. Ce qui est déplorable, c'est que suite à ces divers comportements, l'entourage de la victime ne supporte pas celle-ci et la considère comme une personne détruite et perdue au lieu de l'aider à sortir de cet état. La famille et l'entourage doivent l'aider à rompre ses sentiments de culpabilité face au malheur vécu et qu'elle n'a aucune raison de se détester. Et du côté de la justice, Maître Armel Niongere, l'un des avocats des familles des victimes de la crise de 2015 au Burundi, rassure les victimes de ces crimes de viol. Il indique que tôt ou tard, justice sera rendue pour les victimes. Dans les dossiers qu'on a soumis à la Cour pénale internationale, et nous avons aussi envoyé des dossiers liés aux violences faites aux femmes et filles. Et il y avait beaucoup de dossiers, nous avons eu beaucoup de témoignages de femmes et filles qui ont témoigné par rapport aux viols commis. Et donc, tous ces dossiers ont été envoyés à la Cour pénale internationale. Et nous avons aussi envoyé des informations à la commission d'enquête sur le Burundi
et la commission qui a été mise en place par le Conseil des droits de l'homme pour documenter les crimes commis au Burundi depuis 2015. Donc toutes ces informations ont été aussi envoyées à la commission d'enquête sur le Burundi. Et nous avons aussi facilité les contacts entre les familles des victimes ou les victimes elles-mêmes avec les membres de la commission. Et nous sommes prêts aussi à faciliter cette tâche de mettre en contact entre les victimes et les membres du bureau du procureur, les enquêteurs du bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour poursuivre le dossier en cours et par rapport à qui se trouve à la CPI. On va continuer à entrer en contact et à poursuivre le dossier en cours à la CPI et nous allons continuer à donner espoir aux familles des victimes parce que ça peut traîner, mais on sait bien qu'un jour il y aura la justice ainsi que l'indemnisation. A rappeler qu'au jour de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme le 8 mars 2018, Feu Pierre Nkurunziza, président à cette époque, avait annoncé la tolérance zéro pour les violences basées sur le genre, et ce, sans considération du statut ou du grade des auteurs. Merci à Olivia Gakima. En bref, avant de clore cette édition, les 4 reporters du groupe de presse Iwachu totalisent ce mercredi 247 jours d'incarcération. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et d'une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Pour rappel, ils ont été arrêtés le 22 octobre dernier à Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Gilda Rimana sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.